Bonjour les sixièmes, on va commencer ce cours sur Rome et son empire. Donc on est sur le chapitre 2, après avoir vu les monothéismes juifs, enfin le monothéisme juif, pardon, et nous allons voir aujourd'hui les conquêtes romaines. On va s'intéresser à Rome. Alors, avant de commencer vraiment le cours, on va faire un petit point technique. Alors là, ça concerne essentiellement ceux qui utilisent le cahier numérique. Pour les autres, vous pouvez passer un petit peu en avant. Alors, vous avez dû recevoir, si vous avez le cahier numérique, un document comme ceci, avec juste un titre, les titres, comme ça, et l'activité. Alors, ce que vous allez faire, ça va être un peu technique, alors on se concentre. Donc vous allez sur votre cahier numérique que vous avez déjà, c'est celui sur les premiers monothéismes, celui qu'on a déjà rempli. Vous avez votre fiche d'histoire géo ici, vous allez cliquer ici pour avoir le curseur derrière le M. Vous allez cliquer sur Insertion, Saut manuel, et là, dans Style, vous allez vous mettre sur Paysage. Vous appuyez sur OK, hop, il a fait un saut de page. Ensuite, vous voyez ici, il y a marqué la légende pour la fresque chronologique, vous allez cliquer juste en dessous. Vous allez faire pareil, Insertion, Saut manuel, sauf que cette fois-ci dans Style, vous allez demander Style par défaut. Et là, vous appuyez sur OK. Vous avez une nouvelle page qui se crée, et comme vous pouvez le voir, ici on est en paysage, c'est-à-dire que le cahier il est tourné, et ici on est dans une configuration normale. Alors maintenant, on va devoir ajouter le chapitre 2. Donc vous revenez sur votre document avec le titre, il va falloir tout sélectionner. Alors pour tout sélectionner, c'est pas compliqué, vous cliquez n'importe où sur la page, vous appuyez sur le bouton CTRL, CTRL c'est CTRL, donc vous appuyez sur le bouton CTRL, vous restez enfoncé et vous appuyez sur le bouton sur la touche A. Voilà, vous avez tout sélectionné, même la page du dessous. Vous appuyez sur copier, clic droit, pardon, copier. Vous revenez ici sur le cahier numérique et vous avez juste à coller. Voilà. Alors parfois, voilà, ça fait ça. Ça met les petites phrases ici à côté de l'image, c'est pas grave, rien de grave, vous mettez juste derrière le S de Scoutum et vous appuyez sur Entrée pour le faire descendre. Voilà. Alors là, vous allez remarquer que vous avez toujours votre page en paysage ici, pardon. Par contre, là, on a une page en trop. C'est pas grave, parce que de toute façon, on va continuer. Ensuite, on va mettre le grand B, etc. Donc, vous avez juste à la garder, vous la laissez vide. Quand on aura le B et le C, on va pouvoir continuer là-dessus. Alors, maintenant que ça c'est bon, on va commencer le cours à proprement parler. N'oubliez pas de sauvegarder après avoir fait cette manipulation là, appuyez sur enregistrer, histoire d'être sûr de ne pas la perdre. Alors pour ce cours, on va commencer d'abord avec cette première diapositive. Donc ceci est une carte de l'Empire romain. Alors, comme vous pouvez le voir, il a plusieurs couleurs, cet Empire romain. Donc ces couleurs, ça correspond aux conquêtes romaines, c'est-à-dire que c'est l'étendue du territoire de Rome en fonction des dates. Donc vous pouvez voir que en 264 avant Jésus-Christ, Rome, c'était seulement ce qu'il y avait en violet. Puis de 264 à 60 avant Jésus-Christ, Rome a conquis tout ce qui était en rouge. Ici, donc ça va dans la Narbonnaise, donc là, Montpellier est compté là-dedans, même si Montpellier, pour l'instant, ça n'est rien du tout. L'Espagne, la Macédoine, la Grèce, un bout d'Asie, un bout de Syrie, bref, Rome s'est étendue un peu partout, et surtout, regardez, si vous suivez bien, elle s'est étendue surtout sur les côtes. Ensuite, eh bien, on passe en orange. Alors, en orange, c'est de 60 avant Jésus-Christ jusqu'à 30 avant Jésus-Christ. Là, on a un bout de ce qu'on appelle la Numidie. Et surtout, on a la très connue
Gaule. Alors, on en parlera un peu plus tard. Normalement, vous êtes censé l'avoir vu en primaire. On ne va pas forcément beaucoup en parler, mais voilà, ça reviendra de temps en temps. Et ensuite, vous avez encore des étendues, après 30 avant Jésus-Christ, jusqu'à 100 après Jésus-Christ, donc en jaune, et enfin, encore en jaune pâle, d'autres provinces. Donc ce que vous pouvez constater déjà, c'est que Rome, les conquêtes romaines ont duré très longtemps. Elles ne sont pas faites en un jour, Rome s'est pas faite en un jour, ça c'est une expression assez connue. Donc ça a commencé en 264, là on est en 264 avant Jésus-Christ, et on est jusqu'à 120 après Jésus-Christ, ça veut dire que ça fait plus de 300 ans, presque 400 ans de conquête. Vous voyez bien que Rome, au départ, c'est pas justement cette partie de l'Italie. Rome, c'est Rome, c'est-à-dire c'est la ville de Rome. C'est une ville qui a conquis d'autres villes, etc., etc., jusqu'à ce qu'elle s'agrandisse et qu'elle prenne encore plus d'importance. Alors nous, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'ils ont fait pour conquérir un tel espace, parce que vous avez vu, non seulement on n'est plus en Italie, mais on a la quasi-totalité de l'Europe du Sud, avec une partie de l'Asie mineure, le nord de l'Afrique du Nord, bref, un étendue absolument énorme de la Grande-Bretagne, ici l'Angleterre, de l'Angleterre jusque à l'Égypte, jusqu'à l'Arabie et la Judée, ça doit vous dire maintenant quelque chose. Donc voilà, un territoire absolument énorme, et on va voir comment, ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est comment Rome conquiert-elle toute la Méditerranée, puisque c'est de ça qu'il s'agit, c'est tout le bassin méditerranéen. Ça rappelle, hein, regardez, la mer Méditerranée, elle est bien là. Eh bien, Rome conquiert toute la Méditerranée. Donc vous allez noter le titre, donc Rome et son empire. Vous notez bien que empire c'est avec un grand E. Les conquêtes romaines et comment Rome conquiert-elle toute la Méditerranée. Alors justement, on va revenir sur ce grand E. Pourquoi un grand E à empire? Alors on va faire la différence en histoire entre empire avec un petit e et empire avec un grand E. Vous verrez, alors on va faire ça au fur et à mesure parce que c'est une notion qui est un peu compliquée. Alors un empire avec un petit e, c'est pas compliqué, c'est un très grand territoire avec à la tête quelqu'un qui dirige, et ce quelqu'un qui dirige, c'est un empereur. Un empire avec un grand E, vous allez voir que c'est un peu différent. Je ne vais pas développer là-dessus, mais voilà, un empire avec un petit e, retenez ça, c'est un territoire, un très grand territoire avec un empereur à la tête. Pareil que un royaume, eh bien c'est quoi? C'est un territoire avec un roi à la tête du royaume, tout simplement. Alors pour comprendre comment Rome s'est étendue, il faut voir, eh bien, ce sont ses soldats. Alors, pour ça, nous allons faire donc l'activité 1. Alors vous remarquerez que d'ailleurs c'est pas exactement le même soldat hein, qu'on a ici et ici. Ça c'est sur ma diapo. Ça c'est sur l'activité. Donc l'activité c'est très simple. Vous avez votre légionnaire romain. Vous avez simplement à donner les noms en latin de ces différents éléments que je vais citer au fur et à mesure. Donc le casque, et le javelot, etc., etc. Vous avez déjà des noms qui sont notés. Vous inquiétez pas, je vais y aller doucement, je vais répéter plusieurs fois les noms, hein, il n'y a pas de souci. Pour ceux qui ont le cahier numérique, vous avez normalement un document qui s'appelle Activité 1 Légionnaire Paint. Alors c'est comme d'habitude, vous ouvrir avec Paint. Et voilà, vous avez ce dossier qui s'affiche. Et là, c'est pareil que la dernière fois. Si vous voulez écrire quelque chose, vous cliquez sur le bouton A, là, le A, pardon, ce qui va faire une zone de texte. Vous créez votre zone de texte ici et vous écrivez ce que vous voulez. D'accord? Donc là, vous écrivez évidemment le nom du casque, etc. Vous avez juste à les mettre sur la ligne et ensuite, je vous montrerai comment faire. N'oubliez pas
de sauvegarder de temps en temps au fur et à mesure pour être sûr qu'il n'y ait pas de problème. Alors, notre légionnaire, on va commencer, on va regarder un peu son équipement. Parce que notre légionnaire romain, il est très bien équipé. C'est sa spécificité, une de ses spécificités. Alors déjà, qu'est-ce que c'est un légionnaire? Un légionnaire, tout simplement, c'est le nom qui est donné aux soldats romains. Pourquoi légionnaire? Eh bien, ça vient de la légion. La légion, c'est un corps avec 6000 légionnaires. C'est une partie de l'armée romaine. Donc voilà, le légionnaire, c'est celui qui est dans la légion, tout simplement. Donc ce légionnaire, il est très bien équipé pour son époque. C'est certainement le soldat le mieux équipé de l'époque, en tout cas en Europe et dans les territoires qu'on a vus sur cette carte. Alors déjà, en premier, il a ceci, il a le javelot. Son nom latin, c'est le pilum, c'est écrit ici, hein. Donc c'est le pilum. Il en a même plus qu'un, et en fait, il en a deux. Chaque légionnaire porte 2 pilums. Alors c'est quoi la différence entre les 2 pilums? Pourquoi est-ce qu'il en a 2? Il en a un qui est lourd, et il en a un qui est léger. Alors, comment on le différencie? Vous voyez cette grosse boule là, ici, en fait, c'est une boule de fer, c'est un lest, c'est-à-dire qu'on met une boule de fer plus ou moins grosse pour alourdir le pilum. Alors c'est quoi le but? Eh bien le fait d'avoir un pilum léger, on va pouvoir l'envoyer plus loin. Ce pilum, c'est un javelot, donc c'est une arme de jet, ça veut dire que on va le lancer contre l'adversaire, contre l'ennemi. Le pilum léger, donc on peut l'envoyer plus loin. Le pilum lourd, évidemment, on va l'envoyer moins loin, puisqu'il est plus lourd. Alors quel est l'intérêt de ce pilum? C'est que le pilum lourd, pourquoi est-ce qu'on ne fait pas que des pilums qui sont plus légers? Eh bien c'est parce que ce pilum, il a une particularité, c'est que lorsque votre soldat romain il va envoyer son pilum, évidemment l'adversaire il va se protéger, il va mettre son bouclier en face du pilum, et eh bien le pilum est fait d'une telle manière que le pilum va se pencher, il va se pencher comme ça, en oblique, et donc du coup, eh bien, la personne qui tient le bouclier, soit elle s'empale sur le pilum, donc là, évidemment, c'est la mort assurée, soit là, notre adversaire, il arrive à ne pas s'empaler, et son bouclier est absolument inutilisable parce que la tête de ce pilum est faite en sorte d'être très difficile à retirer, et quand vous avez un soldat romain qui vous court après, qui est en train de charger sur vous, évidemment, vous n'avez pas trop le temps de réfléchir. Donc qu'est-ce que ça fait, ce pilum lourd? Eh bien, ça fait que lorsque notre légionnaire romain, il a réussi à tirer sur sa cible, son ennemi, il est obligé de lâcher son bouclier, et il se retrouve sans défense. Donc ça, c'est une arme très ingénieuse, le pilum. Ensuite, après le pilum, il y a le casque. Le casque, ça s'appelle le galéa. Galéa, donc comme ça s'entend, hein, G-A-L-E-A, le galéa. Le galéa, donc, c'est un casque qui paraît tout à fait normal. Alors, il a quand même quelques petites spécificités, ce casque. Déjà, il y a ces oreillettes là qui pendent, qui sont un peu particulières. En fait, ce sont des oreillettes pour protéger les joues, les coups qu'on recevrait au niveau des joues. L'avantage de ces petites oreillettes, c'est qu'elles sont mobiles, c'est-à-dire qu'on peut les redresser si on veut, on peut les bouger, et ça ne gêne pas quand on va bouger la tête. Vu qu'elles ne sont pas fixes, ça ne va pas gêner, elles vont pouvoir bouger en même temps que la tête du soldat. La deuxième chose, c'est ce que vous avez derrière là, l'espèce d'aileron que vous avez derrière, c'est un protège-nuque, tout simplement. Le casque est rallongé derrière, et c'est pourquoi c'est si jamais vous avez un adversaire dans le dos qui essaye de vous mettre un coup derrière la tête, et bien vous avez ce protège-nuque qui va pouvoir parer le coup, en tout cas vous protéger. Ensuite, après le galéa, vous avez l'arme, quand même utilisée par le romain. Cette arme, c'est le glaive en français, et en latin, c'est le gladius. Pareil, hein, comme ça s'entend, le gladius. Alors le gladius, alors là, ce qui est intéressant, c'est que c'est quelque chose que les Romains ont piqué, et ils ont piqué un peuple que vous connaissez, ce sont les Celtes, ou les Gaulois, comme vous préférez. Donc c'est une arme courte, c'est une arme légère, elle fait entre 600 grammes et
1,5 kg. Pour vous donner une idée, hein, ça, vous avez qu'à prendre une bouteille d'eau d'1 litre remplie, vous avez à peu près le poids que fait cette épée. Donc voilà, c'est une épée qui est vraiment légère. Elle est plutôt courte, elle fait environ 60 cm, donc elle est plutôt courte. Et en fait, c'est une épée que les Romains ont piquée aux Celtes et qu'ils ont améliorée. Ils l'ont rendue meilleure. Et donc ça, c'est une preuve aussi que les Romains ne restent pas sur leurs armes à eux, ils innovent avec ce qu'ils rencontrent au fur et à mesure. Et ils vont avoir, si vous regardez la carte, des contacts assez tôt avec les Celtes. Pourquoi? Parce que dans la Narbonnaise, vous en avez, mais aussi les Celtes sont installés dans cette partie ici de l'Italie, et ils n'ont pas attendu de faire une conquête avant de rencontrer des Celtes, hein, ils les connaissaient déjà, ils discutaient avec, donc voilà, ils ont pu prendre cette idée du gladius et l'améliorer. Ce gladius, il va servir à mettre des coups très proches, puisque c'est une épée courte, donc avec un adversaire qui est très proche de soi, et donc il est très utile avec ce bouclier. Donc ce bouclier, on l'appelle le scutum. Alors ça s'écrit pour le coup scutum. Alors là vous l'avez écrit, son orthographe est écrite ici. Hein. Donc le bouclier c'est le scutum, ça se prononce comme ça. Alors qu'est-ce qu'il a de particulier notre scutum? C'est un bouclier rectangulaire, comme vous pouvez le voir, et surtout il est très grand. Il fait 1,30 m de haut. Alors pour vous donner une idée, ça doit vous dire à peu près quelque chose, puisque 1,30 m, c'est la taille moyenne d'un enfant de 10 ans en France. Donc il y en a un certain nombre d'entre vous qui, cette année, au début de l'année peut-être, ou l'an dernier, faisaient cette taille. Voilà, vous faisiez la taille d'un bouclier romain. Là ça se voit moins bien sur ce dessin, mais il faut bien s'imaginer donc que c'est un très grand bouclier. Vous avez vu que ce bouclier aussi, il a l'air pas parfaitement droit. Alors oui, c'est bien le cas. Ce bouclier, il est incurvé. Incurvé, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est plié, ça veut dire qu'il est en courbe. Alors pourquoi est-ce qu'on ne fait pas un bouclier tout droit? Eh bien parce que lorsqu'on va se mettre de côté, avec le bouclier en face, sur votre bras, pardon, eh bien en fait le fait qu'il soit incurvé, vous allez être complètement protégé, vous, des coups de la personne qui vient en face de vous, mais aussi vous allez pouvoir protéger la personne qui est à votre droite et qui est à votre gauche. Comme on a un très grand bouclier, eh bien il protège aussi un petit peu les bras de votre camarade qui se trouve à droite ou à gauche. Donc c'est vraiment un bouclier qui est designé pour combattre en groupe. On ne combat pas, comme je l'ai dit, hein, chacun pour soi, on combat en groupe. Donc le légionnaire, finalement, c'est un soldat qui est efficace avec d'autres légionnaires. Alors, on fait une petite pause pour cette activité 1. En tout cas sur la description des armements. Donc là, c'est votre première partie. Donc, vous avez vu que la deuxième partie de l'activité, c'est quoi? C'est d'écrire ici une petite description du scutum et de la caligae. Alors vous allez voir ce que sont les caligae ensuite. Alors le scutum, vous allez faire une description avec ce que je viens de dire, avec vos mots, ça c'est important, hein, vous n'avez pas besoin de répéter ce que je viens de dire mot pour mot, ça c'est pas intéressant. Donc vous essayez de faire une phrase, deux si vous avez besoin de faire deux phrases, ou même trois hein, si vous voulez, mais qui décrit brièvement le scutum. Vous devez mettre dans ces phrases, ou dans cette phrase, donc grand, alors vous pouvez rajouter 1,30 m hein, si ça vous va, ou en tout cas grand, incurvé et légionnaire. J'ai mis une majuscule et j'ai mis le radical ici, là, mais vous pouvez évidemment conjuguer le mot et vous pouvez le mettre à l'intérieur de la phrase, pas besoin que ce soit en majuscule ici. Donc je vous laisse faire d'abord votre phrase et ensuite je continue. Voilà, on reprend pour après la correction. Donc la correction, vous la trouverez sur le document activité 1
avec correction. Elle se trouve ici, juste après. Vous n'oubliez pas, à la fin de votre activité, de remplir la fiche héros. Alors, on reprend pour l'équipement du légionnaire romain. Après avoir vu donc le scutum, on va passer à la cuirasse, ce qu'on nomme généralement l'armure. Alors la cuirasse que vous avez ici, c'est celle qui est le plus représentée. En général, c'est celle que vous avez par exemple dans Astérix et Obélix, c'est celle-là que vous avez. Donc cette cuirasse, c'est une cuirasse qui est en fait assez tardive. C'est une cuirasse du 1er siècle après Jésus-Christ. Alors les légionnaires, ils n'étaient pas sans armure avant ça, ils avaient juste une autre armure. Et cette armure, c'était celle-ci, c'était la Lorica Amata. Vous ne voyez pas, hein, celle-là, c'est juste pour vous la montrer. Donc comme vous voyez, là, ici en gros plan, ce sont des mailles. C'est une cotte de mailles, donc ce sont des mailles qu'on attache les unes ensemble, et pour faire une véritable armure en mailles de fer. Alors la Lorica Amata, elle avait un problème, c'est qu'elle était très longue à fabriquer, et comme elle était longue, eh bien elle était aussi chère. Et on a trouvé un autre moyen, une autre armure, et cette armure, c'est celle que nous avons donc ici, c'est la Lorica Segmentata. Donc ça, c'est le nom de celle que je veux que vous écrivez dans l'activité. La Lorica Segmentata, vous avez donc segments à l'intérieur. Pourquoi? Eh bien parce que vous avez des segments de plaques de fer. Ce sont des segments de plaques de fer qui sont reliés les unes aux autres avec des lanières de cuir. Alors, cette armure, c'est un petit bijou de technologie de l'Antiquité. Qu'est-ce qu'elle a de particulier? Eh bien, c'est qu'elle est articulée. Ça veut dire quoi qu'elle est articulée? Ça veut dire que là, ici, les armures, au niveau des épaules, elles peuvent bouger, elles sont assez mobiles. Donc ça veut dire que votre légionnaire romain, là, il est capable de bouger à peu près dans tous les sens. Il peut faire un peu ce qu'il veut. Et ça, c'est plutôt unique parce que, eh bien, surtout avec la cotte de maille, c'est quelque chose de lourd, c'est encombrant. Là, vous avez quelque chose qui est relativement léger pour une armure en fer, j'entends, hein, et qui permet aux légionnaires romains d'être mobiles. En plus, comme j'ai dit, hein, c'est beaucoup plus rapide à créer, c'est 3 fois plus rapide à créer qu'une Lorica Amata, et donc ça coûte moins cher. Donc c'est beaucoup plus pratique pour la légion romaine. Le dernier équipement du légionnaire romain, ce sont les Caligae. Alors les Caligae, c'est ici, ce sont donc les chaussures de légionnaires romains. Alors souvent on dit que ce sont des sandales, hein, il y a souvent marqué que ce sont des sandales. Surtout ne marquez pas ça. C'est loin d'être une simple sandale pour les vacances. Ce sont bien des bottes. Ce sont des bottes. Alors des bottes ouvertes, certes, mais des bottes quand même. Vous allez voir un peu pourquoi. Alors, Caligae, vous avez l'orthographe ici hein, sur l'activité 1, donc il n'y a pas de souci. Donc, ces Caligae, elles sont faites en cuir et elles remontent, comme vous voyez, assez haut. Ce ne sont pas, comme je dis, des simples sandales. Et surtout, ce qui les diffère d'une simple paire de sandales, c'est que sous la semelle, vous avez ici des clous. Ces bottes militaires ouvertes, donc, sont cloutées. En fait, si vous êtes un fan de football ou de rugby, ça doit vous rappeler quelque chose. Ça fonctionne en fait comme des crampons. Ce sont des crampons qui vont permettre de marcher un peu partout. Vous allez pouvoir marcher dans la forêt, dans la montagne, où vous voulez, de manière pratique. Parce qu'évidemment, votre légionnaire romain, il ne va pas marcher sur une route avec du bitume bien droite tout le temps. Donc ce sont des bottes ouvertes. Alors pourquoi ouvertes? Tout simplement parce que nos soldats romains, ils vont marcher très longtemps. Ils vont faire 32 km par jour. Pour vous donner une idée, Jacou-Saint-Drézéry ou Jacou-Montaut, c'est 13 km de distance. Donc 32 km, ça veut dire que vous faites à peu près 3 fois la même chose à pied en une seule journée. Voilà, pour vous donner une idée. Donc pareil, pour l'activité donc avec les Caligae, ici, pour ceux qui n'ont pas le cahier numérique. Donc vous allez devoir encore une fois faire une phrase, une ou des phrases avec vos mots, hein, je précise bien.
sur ce que sont les Caligae et quel est leur intérêt. Donc, ouverte, vous allez devoir utiliser les mots ouverte, clou ou clouté, comme vous voulez, et marche, marcher. Donc, donc voilà, ce sont pas des simples sandales, ce sont des bottes militaires, et donc elles sont très pratiques pour marcher longtemps. Quand vous avez fini votre activité, donc ce que vous devez retenir, c'est que les Caligae, ce sont des bottes militaires ouvertes, qu'elles sont cloutées et qu'elles permettent de marcher partout et surtout de marcher longtemps. Ça permet de faire de longues marches. Donc ensuite, vous allez écrire la trace écrite, elle revoit ce qu'on a vu, c'est-à-dire que les légions romaines sont composées de légionnaires bien armés et équipés. Et vous n'oubliez pas de marquer voir activité 1. Une fois que vous avez marqué votre trace écrite, vous marquez le lexique. Alors le lexique, c'est quoi? C'est légionnaire, et c'est le nom donné aux soldats de l'armée romaine. On enchaîne après ça, donc on a vu que nos soldats romains avaient de bonnes chaussures. Alors on se demande pourquoi est-ce qu'ils ont de si bonnes chaussures, pourquoi est-ce qu'il faut qu'ils marchent aussi longtemps? Eh bien, vous vous rappelez la carte, vous avez vu que l'armée romaine, elle va devoir bouger à beaucoup d'endroits et de plus en plus loin. Il va falloir qu'elle marche beaucoup. C'est d'autant plus important que l'armée romaine, c'est une armée de conscrits. Alors qu'est-ce que c'est une armée de conscrits? Eh bien, ça veut dire que on prend déjà que des citoyens romains, de 1. De 2, d'abord on demande aux volontaires, ceux qui veulent bien participer à l'armée, et ensuite, eh bien, si on n'a pas assez d'hommes, on va obliger les citoyens romains à participer à l'armée. On va faire ce qu'on appelle une conscription, c'est-à-dire que en tant que citoyen romain, c'est votre devoir de participer à l'armée, de défendre Rome. Donc, le problème, c'est que nos guerres, comme vous voyez, au fur et à mesure, Rome s'étend, et nos guerres, elles vont être de plus en plus loin. Et nos soldats qui vont devoir être mobilisés de plus en plus loin, les guerres vont aussi durer de plus en plus longtemps, parce qu'il va falloir marcher plus loin, les combats durent plus longtemps, ce sont contre des puissances importantes, et ça commence à poser un certain nombre de problèmes, on n'arrive pas à recruter assez de gens, et donc on va finalement ouvrir ce recrutement, on va créer une armée professionnelle. La différence, c'est que dans une armée de conscription, donc une fois que la guerre est terminée, une fois que le combat est terminé, eh bien le soldat il rentre chez lui. Là, le soldat professionnel, même lorsque la guerre est terminée, eh bien il reste dans l'armée comme un soldat aujourd'hui, comme un militaire aujourd'hui. Il reste dans l'armée et il va s'entraîner. Cette armée professionnelle, elle va permettre un certain nombre de choses. Elle va permettre notamment d'entraîner, d'avoir des légionnaires qui sont beaucoup plus entraînés. Et nos légionnaires, effectivement, ça va devenir de vrais athlètes. Votre légionnaire, il va être capable de marcher longtemps, de porter des charges lourdes. Il sait se battre avec des armes, mais aussi sans des armes, puisqu'il va apprendre la lutte. Il sait aussi lancer donc, le javelot, le pilum. Bref, ça va être un véritable athlète de haut niveau. Et ça va être permis par la professionnalisation de l'armée romaine. La deuxième chose qu'on va voir s'intensifier avec la professionnalisation de l'armée romaine, c'est la discipline. La discipline, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, eh bien, lorsque le général il va dire à ses soldats, vous faites ça, ça, ça et ça, eh bien, derrière les soldats vont obéir et vont respecter les ordres du général. Ils sont disciplinés et ils s'entraînent notamment à faire des formations militaires qui sont efficaces. Ils vont s'entraîner à rester en ligne, à pas bouger, même quand il y a quelqu'un qui fonce sur eux. Et notamment, ça va permettre la création d'une formation militaire que vous connaissez tous et dont je vais vous montrer la vidéo qui a été faite en Belgique. Donc je vous montre la vidéo et on reprend après ça. Les rangs sont ouverts.
Et vous allez assister à une figure que vous connaissez bien. Technique d'approche des remparts. Testudinem facite, faites la tortue. Je vous invite à respecter le silence, vous comprendrez pourquoi. Imaginez 6000 hommes dans une légion, plusieurs légions ensemble, et ce vacarme infernal assaillant les remparts ennemis. Voilà, vous avez vu la vidéo sur la formation que vous connaissez bien, qui est la tortue romaine. Vous la connaissez parce que généralement on la voit dans les Astérix et Obélix, dans plein d'autres films. C'est quelque chose à montrer. Donc voilà, pour faire cette tortue, vous avez besoin d'être très discipliné, ça s'improvise pas. On se met pas comme ça en ordre d'un coup sans être très entraîné. Dernière chose que j'ai pas dit, c'est que celui qui va vraiment créer cette professionnalisation, même si ça fait pendant un siècle, mais celui qui va vraiment dire, voilà, maintenant l'armée est professionnelle, il s'appelle Caius Marius, et il va faire ça en 107 avant Jésus-Christ. Donc vous voyez, avant que l'armée soit professionnelle, on a quand même déjà conquis un gros bout du terrain, hein, avant que l'armée soit professionnelle. Donc, on va passer à la dernière trace écrite, ça sera le mot de la fin. Donc, à partir de 107 avant Jésus-Christ, Caius Marius transforme l'armée romaine en une armée professionnelle.